Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. C'était un vœu émis par le président de la République à l'occasion de sa première prise de parole en tant que président élu le 9 novembre dernier. Alassane Ouattara avait souhaité prendre langue avec l'opposition pour, dit-il, un dialogue sincère et constructif. Il avait donc invité le président du PDCI-RDA à une rencontre et je cite « Je voudrais donc inviter mon aîné, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance. » Fin de citation. C'est désormais chose faite 48 heures après. Hier, le chef de l'État et le président du PDCI-RDA se sont rencontrés. Ils se sont parlé après des années de bruit. Bien évidemment, ça fait l'actualité. C'était donc hier, dans l'après-midi au Golf Hotel à Cocody. Après une demi-heure de tête-à-tête, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié sont apparus, presque main dans la main, pour expliquer le but de cette démarche, résumé d'une rencontre très attendue avec Awa Touré. Le dialogue a bel et bien eu lieu en fin d'après-midi, ce mercredi 11 novembre à l'Hôtel du Golfe. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son aîné, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, se sont parlé en présence de Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République, et du général Gaston Ouassenakone, vice-président, coordonnateur des vice-présidents du PDCI-RDA. Pour rappel, le chef de l'État, après la proclamation officielle de sa victoire à l'élection présidentielle, avait manifesté dans son message à la nation sa disponibilité pour un dialogue franc et sincère. Le président Bédié, président du PDCI-RDA, et moi-même venons d'avoir un entretien fraternel pour rétablir la confiance et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens. Et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi. Et ceci était une première rencontre, comme dit le président, pour briser la glace, pour rétablir la confiance. Et nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré et la confiance est rétablie. Par la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. Cette première rencontre vient donc décrisper les relations tendues entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Le contact étant désormais renoué, ils ont prévu de se retrouver. Rencontre Bédié-Alassane Ouattara vers la décrispation. Nous nous interrogeons sur ce plateau avec Dr Flan Moké César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Avec nous en plateau, deux confrères, Alafé Wakili, bonsoir. Bonsoir. Meïté Sendou, bonsoir. Bonsoir. Et merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, docteur Flan Moké, c'est une rencontre qui était très attendue. Elle a finalement eu lieu. S'achemine-t-on vers une décrispation? Je puis dire déjà que c'est une amorce de dialogue qu'il faut saluer à sa juste valeur. Parce que nous sommes sans ignorer les différentes difficultés que le pays a traversées. Ces malentendus ou encore ces désaccords sur le processus électoral entre les différents acteurs, les différents affrontements entre les communautés par-ci, par-là. Et donc cette rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié est une amorce positive à mon sens, qui devrait, si
le processus se poursuivait, conduire inlassablement vers une situation de décrispation durable. D'accord. Alors, Alafé Wakili, j'imagine que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt cette rencontre. Est-ce que vous pouvez nous décrire le ton et l'ambiance qui ont prévalu au Golf Hotel hier? Oui, d'abord, il faut parler du cadre, le Golf Hotel qui rappelle des souvenirs de lutte commune entre les deux personnalités. 2010-2011. Voilà, 2010-2011 et un blocus. Le président Bédié sortait d'un blocus, dit-on, pour aller à un endroit d'un ancien blocus qui était plus long. Ils n'ont pas eu peut-être le temps de visiter leurs chambres respectives et de refaire le tour du propriétaire au Golf Hotel, mais c'est pour signaler que c'est un endroit qui rappelle des souvenirs de leur relation commune, de leur union passée et peut-être la future union, la future paix, comme il le dit, la décrispation qui est en cours, va pour démarrer là-bas, pour sceller une nouvelle union, il faut l'espérer. Bon, l'ambiance, on l'a vu, c'était pas... Il y a peut-être un peu de crispation au début, parce que ça fait 2 ans, plus de 2 ans, depuis août 2018, leur dernière rencontre, ça fait plus de 2 ans, il y a eu certains coups de fil à des moments, certainement. Et qui sont interrompus après. Ils se sont interrompus, donc ce dialogue direct, cette rencontre-là, l'occasion n'a pas été donnée de la faire, donc ça a pu être crispé au début. Les souris étaient un peu réservées, mais après, il y a eu un tête-à-tête, ils ont dû se lâcher. Et on a idée de ce que, on peut avoir idée de ce qu'ils ont pu se dire à 4, mais le tête-à-tête, on n'en sait pas plus pour l'instant. On attend d'avoir les confidences des uns et des autres dans les jours à venir. Alors, Maïté Sindou, est-ce que les images qui sont sorties du Golf Hotel de cette rencontre d'hier, est-ce que ces images nous ramènent à cette époque où ces deux personnalités s'appelaient frères, mon aîné, mon jeune frère? Est-ce que ces images nous ramènent à cette époque-là? Oui, immanquablement, on peut le dire. On peut le dire parce que déjà dans son allocution, son adresse à la nation du 9 novembre, le chef de l'État avait pris soin de choisir les mots. Et donc, il a fait une adresse de dialogue à son aîné, le président Henri Konan Bédié. Et dans la droite ligne de ce que mon confrère Alafé disait tout à l'heure, moi, je pense qu'en 40 minutes, le président de la République et le président Henri Konan Bédié ont donné vraiment le sentiment, à la sortie de cette rencontre, ont donné vraiment le sentiment d'avoir escaladé quasiment une montagne, parce que la prise de parole à la fin de cette rencontre était cordiale. On l'a senti, on les a sentis détendus. Je note une symbolique forte. Cette rencontre n'a pas été sanctionnée par un communiqué final, c'est-à-dire vraiment un communiqué pour dire qu'ils avaient mis la rencontre plutôt vraiment dans un ton cordial que formel. Et quand on regarde les éléments de langage, du côté du chef de l'État comme de celui du président Bédié, c'est quasiment et le même ton et les mêmes mots. Donc le mur de glace qui a été brisé. Et moi, je crois en tout cas que vous avez raison d'observer que cette rencontre inaugure en tout cas le même ton et la même ambiance et peut-être la même cordialité et peut-être la reconstruction de la même complicité que celle qui avait prévalu en 2010. Bien entendu, on va en débattre. Il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir et je crois effectivement... Avant d'arriver aux obstacles, on va demander à Dr Flan Moquet de se prononcer sur le ton et l'ambiance qui ont prévalu lors de cette rencontre-là. J'ai pu noter que c'était une ambiance cordiale, empreinte d'amitié. On s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de retrouvailles que les deux souhaitaient peut-être. Et donc, c'est une ambiance positive que j'ai pu noter en observant hier et en regardant les images qui ont été émises depuis le Golf Hotel. D'accord. Alors,
déjà, il y a eu des réactions de cette rencontre, notamment l'ancien ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, en rupture de banc avec le RHDP, qui a rejoint la plateforme de l'opposition. Il a commenté cette rencontre, et je voulais le citer. Il dit « Je me réjouis que les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara aient renoué le fil du dialogue ce mercredi, 11 novembre 2020, comme je l'ai toujours souhaité. Je fonde l'espoir que leurs échanges aboutissent à des solutions qui permettent à la Côte d'Ivoire de redevenir la terre de paix, d'espérance et de fraternité qu'elle a toujours été. Que Dieu bénisse notre pays. » Signé Marcel Amontano. Un commentaire, cette réaction était assez prompte quand même à la fin. Oui, elle fait partie des premières réactions. Elle a été prompte. Elle fait suite à une réaction précédente de l'ex-ministre des Affaires étrangères qui avait appelé à ce dialogue et qui s'était démarqué du Conseil national de transition, qui est la grande cause de la rupture. Parce que si on était resté dans l'opposition classique, les choses ne se seraient pas crispées davantage ces derniers jours. Donc, elle est à saluer cette réaction qui encourage la rencontre. Et il faut espérer que les autres réactions attendues qui arrivent s'inscrivent dans la même dynamique. Alors, Maïté Sendou, comme elle l'a fait, vous n'êtes pas surpris par cette réaction du ministre, l'ex-ministre Marcel Amontano? Je crois que son positionnement, c'est vrai que le ministre Marcel Amontano est en rupture de banc avec son ancienne famille, en rupture de banc avec le chef de l'État, mais j'ai pris le temps de suivre l'ensemble de ses déclarations. Et vous n'êtes pas surpris par cette sortie? Je ne suis pas surpris parce que je crois que cette déclaration s'inscrit véritablement dans la droite ligne. Je ne suis pas surpris, mais en même temps, il faut le constater, c'est la seule prise de position claire et nette en faveur de cette entrevue entre le chef de l'État et le président Bédié hier. Les réactions au sein des autres éléments de la plateforme de l'opposition sont un peu plus mitigées. D'accord. En tout cas, comme Alavé le disait tout à l'heure, je crois que le ministre Marcel Amontano est conforme un peu vraiment au principe qu'il s'est fixé lui-même. Alors, docteur, quelle réaction vous envisagez pour l'ensemble de la plateforme? Est-ce que cette rencontre va contenter tous les membres de cette plateforme-là? Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers des divisions? Peut-être une implosion de la plateforme avec cette rencontre-là? Oui, il y a risque effectivement d'implosion de la plateforme. C'est pourquoi il s'agit de définir avec clarté la responsabilité du président Henri Konan Bédié dans ce processus de dialogue. Est-ce qu'il est présenté comme un ancien allié de la coalition au pouvoir, ou bien est-ce qu'il est présenté comme étant le responsable ou encore le numéro 1 de la plateforme de l'opposition? S'il est appréhendé comme tel, cela signifie que la rencontre qui a eu lieu entre le président de la République et M. Henri Konan Bédié est une rencontre qui prend en compte toute la plateforme de l'opposition, et à partir de ce moment-là, cela maintiendrait pas forcément la cohésion de l'opposition, parce que cela ne peut pas être non plus la volonté d'un parti au pouvoir. Cela va de soi, c'est une question de rivalité politique, mais pour que le processus aboutisse et qu'on arrive à une décrispation totale et à une paix durable, puisque c'est ce que nous recherchons tous, que le président Henri Konan Bédié soit présenté comme étant la tête de pont ici de l'opposition, donc étant représentatif de cette plateforme. À partir de ce moment, on va se rendre compte que les négociations qui ont lieu entre le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et M. Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié, impliquent nécessairement des négociations entre le pouvoir en place à Abidjan depuis le 31 octobre dernier et l'opposition. D'accord. Allez-y. Moi, je pense qu'il est évident que le président Bédié est là dans le processus en qualité de leader de l'opposition et pas d'allié du pouvoir. Il est présent en qualité de leader de l'opposition et la plupart, même quand ils ont des réserves, ils insistent pour dire qu'ils font confiance au président Bédié pour prendre en compte leurs préoccupations. Ça, c'est déjà un élément important. N'empêche qu'il y a toujours des dissensions, il y a des réserves et s'ils ne sont pas vigilants,
des divisions risquent d'être étalées de façon publique. D'ailleurs, le président Bédié a appelé à une réunion vendredi. Qui aura lieu ce vendredi. Voilà, qui aura lieu pour maintenant. Il y a une question qu'il faudra peut-être évacuer définitivement, c'est la question FPI. On souhaite que des solutions soient trouvées concernant le président Afi N'Guessan, mais il y a une sorte... c'est vrai que le FPI version Afi N'Guessan doit avoir des intérimaires, des dirigeants ou autres, mais lorsque Assou-Adou va partir, qui revendique aussi le FPI, à une réunion de la coalition, de l'opposition, de la plateforme de l'opposition, je ne sais pas qui, en dehors d'Afi N'Guessan, peut mieux revendiquer le leadership et la légitimité contestée à Afi N'Guessan, à Laurent Gbagbo dans le FPI. Mais je sais que M. Sangaré, qui est secrétaire général ou un vice-président du FPI, façon tendance à Afi N'Guessan peut venir, mais à un moment donné, il faudra trancher cette question-là aussi, parce qu'elle n'est pas tranchée au niveau de l'opposition. Mais Ité voudrait réagir là-dessus. Non, moi je pense que il est très clair que le président Bédié était là en tant que président, figure tutélaire de la plateforme de l'opposition. Voilà. Maintenant, après, on peut effectivement se poser la question de savoir quelles sont les répliques, les conséquences que cette rencontre va avoir sur la cohésion de l'opposition. Ce que moi je note, c'est que l'opposition, aussi diverse qu'elle soit, et tout, a eu besoin de la figure tutélaire du président Bédié pour porter ses revendications. Mais en même temps, je note que ces revendications-là sont multiformes, que ce soit les prises d'opposition sur le boycott actif, que ce soit la désobéissance civile, que ce soit la mise en place du Conseil national de transition. On a vu au sein de cette plateforme qu'au gré des prises de position des uns et des autres, les mêmes termes n'étaient pas utilisés. La plateforme revendicative évoluait. Parfois, elle était plus ou moins vraiment diluée. Et il y avait un pôle de cristallisation en fonction vraiment d'un pôle ou d'un autre. Il y avait une cristallisation sur un point précis vraiment de revendication. Donc, moi, je pense que l'opposition joue gros. Parce que la plateforme de l'opposition, de toute façon, a besoin de la légitimité du président Bédié au début et à la fin de cette lutte. Personne ne peut prendre aujourd'hui le risque de se... Alors, je pense que le président Bédié lui-même, il a compris. Elle le disait tantôt, il a convié cette plateforme-là à une rencontre qui devrait avoir lieu demain. Alors, toujours au chapitre des réactions, était-il impossible de commencer par là, par le dialogue? Assurément non. Est-ce qu'il était difficile, vous dites, de commencer par le dialogue? C'est par le dialogue qu'il faut toujours commencer. Je pense que c'est certainement l'issue qui se présente lorsque nous sommes dans une situation de conflit latent ou de conflit manifeste. Parce que si les affrontements ont lieu, si on fait le décompte des morts, malheureusement, et qu'il faut finir par se rencontrer pour trouver des solutions, on aurait pu, n'est-ce pas, éviter ces situations de tristesse et enclencher depuis longtemps un processus de dialogue. D'accord. Alors, on aurait pu à la fin se faire l'économie de toutes ces victimes-là. Oui, bien sûr. Pourquoi ça n'a pas marché? Oui, pourquoi ça n'a pas marché? On peut se poser la question. On pouvait éviter la rupture au RHDP qui a démarré en juin 2018 par le refus la validation d'un accord signé plutôt par le président Bédié. Il a été question de remettre ça à 2020. On pouvait éviter cette rupture lorsque, en 2018, on devait aller aux élections locales et régionales. Il a été proposé de partir dans le cadre de l'union, de la coalition et non du parti unifié. Il y a eu des tentatives. Il y a eu aujourd'hui le vice-président Daniel Kablan-Duncan est en réserve pour toutes ces raisons, parce qu'au-delà de ce qu'on peut dire, il a été désespéré de voir cette rupture Bédié-Ouattara. Donc, beaucoup ont souhaité qu'il n'y ait même pas cette rupture. On peut déplorer que le dialogue n'ait pas eu lieu plus tôt, mais on pourrait aussi déplorer qu'il y ait eu rupture. On voit des commentateurs de l'opposition qui disent que ce dialogue aurait pu se faire en août, avant l'élection. On pouvait reporter l'élection d'un mois ou deux. Mais il ne faut pas oublier que l'appel au dialogue est avant août. C'est-à-dire les uns ont voulu même qu'il n'y ait pas rupture. Et ensuite, lorsqu'il y a eu rupture, il y a des autorités coutumières et traditionnelles qui ont fait le tout entre les deux personnalités. On a vu souvent le président Ouattara lui-même, Ayam Sokro, dire
je vous envoie en mission, j'attends de le rencontrer. Donc, il y a eu beaucoup d'opportunités. Oui, on peut déplorer pourquoi maintenant, mais alors, il ne faut pas oublier... la note, elle est quand même amère. Oui, on aurait justement... Qui paye la dose finalement? Il faut, au-delà de la justice, peut-être mettre en place une commission d'enquête indépendante avec toutes les parties pour regarder ce qui s'est passé, écouter, parce qu'il y a la justice pénale, la justice ordinaire, on peut aussi faire la justice administrative, mais peut-être une justice sociale, une sorte de commission d'enquête ayant toutes les entités, toutes les compétences pour chercher à déterminer et puis voir payer la dose. Mais justement, la question de payer la dose ne doit pas être évacuée. On doit apaiser, mais il ne faut jamais continuer, il ne faut pas continuer sur le champ de l'impunité, sur le champ du pardon collectif qui ne nous mette pas à l'abri de nouvelles choses. On voit venir ce qui va se passer. On va pardonner, on va s'embrasser, on va faire l'amnistie. Mais est-ce la solution? Cette forme d'impunité répétée qui ne nous met pas à l'abri de ces choses-là. Voilà une question à soulever ensemble. Allez-y, Meïté. Bien sûr, ce qu'il faut noter, c'est que vous vous posiez la question de savoir pourquoi le dialogue n'a pas commencé. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tous ces morts? L'offre de dialogue a été faite, elle a fait... a oublié de noter la date, quasiment depuis le début de l'année 2020. Le premier dialogue politique a été lancé par le Premier ministre Amadou Gon en février 2020. Moi, je crois, pour répondre simplement à cette question, malheureusement, l'opposition est traversée de lignes idéologiques diverses. Il y a des ultra-radicaux, et je crois que c'est ceux-là, malheureusement, qui ont fini par prendre le dessus au sein de cette plateforme et qui ont pensé pouvoir engager un bras de fer et pouvoir remporter avant, pendant ou immédiatement après les élections, un bras de fer et tout contre le régime. Cette rencontre, elle montrait clairement que, bien malheureusement, ce n'était pas la bonne voie. Parce que, regardez toute la liste des préalables qui ont été fixés. L'opposition ne voulait pas discuter. L'opposition voulait un renoncement au processus électoral, un retrait de la candidature. Il n'en est pas question aujourd'hui. L'opposition voulait peut-être discuter, mais en plateforme unitaire, ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'opposition voulait discuter, mais à condition d'avoir un arbitrage international, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, il y a une rencontre à la place de tout cela. Il y a une rencontre cordiale entre le chef de l'État et le président Bédié. Et cela pose la responsabilité de la classe politique. Elle est importante. C'est vrai que le dialogue qui vient de s'enclencher, et je crois, on comprend bien la vision et la philosophie du chef de l'État. Il ne ménage aucun effort pour garantir la stabilité donc, de la Côte d'Ivoire et pour espérer, à la fin de son magistère, laisser un héritage de stabilité à la Côte d'Ivoire. Mais, je suis d'accord avec Alafé, cela ne doit pas obérer la nécessaire question vraiment de la lutte contre l'impunité. Il faut que la Côte d'Ivoire prenne date avec l'acte de sédition qui a été posé et qui s'inscrit malheureusement dans la droite ligne de ce qui s'est passé en 2010. C'est parce qu'on a mal soigné ce qu'il s'est passé en 2010 avec... cette contestation de l'ordre institutionnel et ces deux têtes, et tout ça vraiment quasiment imposé à l'issue du scrutin de 2010, que nous sommes encore véritablement dans la même situation quasiment en 2020. La Côte d'Ivoire doit regarder son histoire en face et je pense que toutes les conséquences nécessairement doivent être tirées. Et le chef de l'État, je crois, en a dit un mot au cours de son allocution du 9 novembre. D'accord. Alors, docteur Flammoquet, les mots, il y a des mots qui reviennent quand même dans l'allocution du président de la République. On l'a entendu également hier à l'occasion de la rencontre avec le président Henri Konan Bédié. Il veut un dialogue franc et sincère. Qu'est-ce que cela implique pour les deux parties? Un dialogue franc et sincère, je mets ça au compte d'un dialogue sans faux fuyant. Donc aborder les questions sans faux fuyant, sans hypocrisie et présenter des solutions durables pour la Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est un bout de phrase qui a été repris plusieurs fois, y compris par des membres de l'opposition. Donc je pense que c'est une affirmation qui prend tout son sens. C'est-à-dire que le cadre du dialogue politique instauré en Côte d'Ivoire a bien souvent malheureusement fait l'objet de critiques de certaines personnes, à tort ou à raison. Mais en tout cas, il ressort que dans la classe politique, il n'y a pas
un regard uniforme sur la façon dont se déroulaient par exemple certains aspects du dialogue politique. Peut-être aussi c'est l'une des raisons de cette crise que nous avons connue, ou bien que nous connaissons. Donc lorsque le président de la République dit un dialogue franc, etc., je pense qu'il s'agit de préparer un cadre de négociation, de dialogue qui va prendre en compte les différentes préoccupations sans faux fuyant et trouver des solutions consensuelles, des solutions durables pour aux problèmes auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. Alors, est-ce que vous pensez que dans ces discussions ou dans ce débat qui a lieu depuis plusieurs mois, est-ce que vous pensez que les véritables problèmes sont mis sur la table? Alors, je pense que je ne suis pas à mon premier passage sur votre plateau. Des positions avaient été déjà défendues par moi. Je pense qu'il y a d'autres raisons qu'on peut énoncer qui font que les questions de dialogue au sein de la classe politique, bien souvent, prennent la tournure, je dirais que des dialogues des formes de négociation ou des formes de dialogue qui ne prennent pas en compte tous les paramètres de sorte que les conclusions, par exemple, des phases de négociation, soient des conclusions qui s'imposent et donc qui donnent une orientation à la destinée de la Côte d'Ivoire. Et cela est dû certainement au fait qu'à l'intérieur de cette classe politique, il y a des intérêts parfois égoïstes à préserver, il y a des positionnements personnels ou des positionnements de famille politique à préserver. Donc, si nous mettons en avant la nécessité d'instaurer pour notre pays, pour notre nation, une paix durable, qui puisse garantir aux générations à venir toute la stabilité et la possibilité de rêver et de se projeter, alors le dialogue qui doit s'instaurer à partir de maintenant doit être un dialogue où les différents acteurs s'expriment sans faux fuyant leurs préoccupations, où les problèmes sont traités de façon rigoureuse et où les conclusions peuvent s'imposer. À la fin, vous l'avez dit tout à l'heure, le président Henri Konan Bédié a convoqué la plateforme qu'il préside à une rencontre demain. Quel peut être l'agenda de ce rendez-vous-là? Oui, il a dit qu'il y a une seconde rencontre entre lui et le président Ouattara, ce qui signifie qu'il adhère à cette forme de dialogue, de tête-à-tête qui est recusée par d'autres tendances de l'opposition, justement. Parce que le président parle de dialogue franc et sincère. En général, du côté de l'opposition, ça parlait de dialogue inclusif. Inclusif, ça n'exclut personne. Bon, on voit bien que c'est les politiques qui posent problème dans le pays. Souvent, il y a des discussions qui se font où la société civile est mise dedans. Mais on a vu que la société civile, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pèse en Côte d'Ivoire, elle fait du bruit, mais c'est les politiques qui mettent le feu, hein, et c'est eux aussi qui arrangent. Est-ce qu'elle a suffisamment écouté la société civile? Quel moyen là pour se faire écouter? La société civile, c'est des alliés déguisés finalement des partis politiques. En réalité, elle fonctionne. La preuve est là aujourd'hui, hein, du poids de la société civile. En dehors peut-être des syndicats qui n'ont pas des préoccupations politiques ou politiciens qui ont des préoccupations d'ordre social. Donc ça aussi, il faut faire la différence. Et la rencontre qui va se faire consistera justement à s'entendre, à mettre à jour les préoccupations et à prendre l'essentiel, à regarder, dire... On voulait, par exemple, à l'époque, report de l'élection. L'élection a eu lieu, on fait quoi? On demande, voilà, qu'est-ce qu'on fait au regard de cette situation? On doit maintenant s'inscrire dans un cadre constitutionnel. On abandonne le CNT, OK. Maintenant, quelles sont les revendications qu'on doit valider, qu'on va présenter? Et il faut dire que ce schéma de discussion que le président Bédié entérine, il faut s'assurer que ce ne soit pas remis en cause par une autre formule qui va consister à dire non, autour du président Bédié, il faut tous les autres leaders, le président Ouattara va venir avec ses équipes. Bon, ce type de schéma-là, ce n'est pas, à mon avis, efficace. Le président Bédié... Vous ne voulez pas du dialogue inclusif? Non, inclusif entre l'opposition et le pouvoir. Donc c'est inclusif. Maintenant, chaque parti a son leader.
le président Ouattara représente le pouvoir. Vous êtes pour un dialogue entre les deux leaders? On verra si le président Bédié n'est pas contesté et que cela est accepté, entériné. Parce que la remise en cause de cette forme de dialogue, c'est aussi une forme de contestation de l'autorité, de la légitimité du président Bédié. Et puis, ils sont nombreux. À l'époque, c'était d'abord les 40 candidats. Ça s'est réduit, c'est devenu les principaux partis. Ils sont nombreux. Si tout le monde doit aller s'asseoir autour d'une table, le temps qu'on finisse le tour de parole, souvent c'est difficile. Ce n'est pas mauvais d'avoir un porte-parole qui est le président Bédié, et puis les deux parlent, ça peut faire avancer les choses. D'accord. Alors, l'UDPCI, le parti donc de Albert Mabry Touakeus, a émis 6 préalables à cette rencontre-là. Le premier préalable, la levée du blocus autour de la résidence des leaders de l'opposition, la libération de tous les responsables et militants des partis politiques et de l'opposition, ainsi que les acteurs de la société civile, la cessation de toutes les poursuites judiciaires contre les responsables et les militants de l'opposition, ainsi que les acteurs de la société civile, le retour à un fonctionnement normal des partis politiques de l'opposition, avec un libre accès à leurs locaux, un dialogue inclusif élargi à l'ensemble des principaux leaders de l'opposition, avec la désignation d'un facilitateur accepté par toutes les parties, suivant un agenda et porté sur des sujets validés au préalable, sur l'ensemble des parties prenantes, et enfin le retour des exilés politiques. Commentaire? Oui, c'est ça, justement, le dialogue ouvert à tous les leaders des autres partis, c'est ce que je disais. Ça veut dire qu'il y a une volonté de mise en scène, un refus de la légitimité du président Bédié pour tout. Sinon, les points soulevés sont acceptables dans l'ensemble, en dehors peut-être de la présence de partenaires internationaux, de la médiation, alors que le pays n'est pas dans une crise institutionnelle, il n'y a pas de crise des institutions. Aussi en dehors, vous avez vu, il a demandé la cessation des poursuites contre les militants de l'opposition. Ça veut dire quoi? C'est un point qui n'est pas inclusif. Ça veut dire qu'il s'en fout des poursuites contre peut-être les partisans du pouvoir. Si eux, ils ont commis des exactions, puisque sa préoccupation, c'est la cessation des poursuites contre les leaders de l'opposition, et il a insisté, les partisans, les militants... Y a-t-il des risques que les partisans du pouvoir soient poursuivis? Oui, mais normalement, dans le cadre de la lutte contre l'impunité, s'ils ont commis des exactions, ils ne doivent pas être protégés. Tout à fait. C'est ça, il faut sortir du cycle de l'impunité. Ce n'est pas bon. C'est ce qui me dérange en dehors de la médiation internationale. Pourquoi? Il n'y a rien à cacher. S'ils peuvent être des facilitateurs, malgré mes réserves, ils peuvent venir. Mais moi, j'ai un problème avec la question de l'impunité. Les leaders de l'opposition doivent aussi avoir le pouvoir dire telle personne du pouvoir a créé une situation de violence et de mort, il faut arrêter cette personne, ne la protégez pas. En retour, les personnes de l'opposition, les militants de l'opposition qui ont été à la base des décès devraient être poursuivis en termes de responsabilité individuelle, responsabilité immédiate, et non peut-être responsabilité morale ou politique des acteurs politiques qui ont lancé un mot d'ordre global de désobéissance civile. Parce que quand un leader lance le mot d'ordre, ce n'est pas lui qui va sur le terrain qui bat les routes. C'est vrai, il y a une responsabilité politique et morale. Il y a la faute et il y a la responsabilité. Oui, on peut, voilà, mais pénalement, là, le président Ouattara lui-même, il a dit, il dit le président Bédié est tranquille chez lui, peut-être il finance, il donne des instructions, mais il ne fait rien lui-même. C'est les gens qui font. Donc il avait mis en garde ceux qui faisaient sur le terrain. À un moment donné, il faut adresser la question de l'impunité parce qu'on court là-dedans depuis 2000-2002. Et chaque fois, les mêmes choses reviennent. On a déjà eu 3000 morts. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on payait véritablement pour ces 3000 morts. Si on a retenu les responsabilités, si tout a été fait comme il faut, là, on a 85 en espérant que ça va s'arrêter. Est-ce que ça doit passer comme ça par perte et profit? Au-delà de la responsabilité politique, il y a des fautes pénales, individuelles et précises qui sont là. Comment les gens sont morts? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est allé sur le terrain? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on doit passer ça par perte et profit? Moi, je dis non. Et j'ai toujours milité contre ces amnisties-là. Depuis toujours, c'est une position que j'ai, que je continue de défendre. Et il faut le dire avec force. Parce qu'il y a des gens comme vous, comme docteur, comme lui. Nous, on ne fait rien, on ne tue pas. On ne fait pas, on n'incite pas à tuer.
On ne peut pas continuer à mettre sur le même pied des gens qui essaient d'être des citoyens qui ont des convictions, et puis ceux qui le font, ils disent de toutes les façons, ça a fini par des arrangements, et puis ça va passer. On vous a compris à la fin. Mais il faut que ça cesse. Avant de venir à vous, je voudrais juste prendre l'avis de Dr Flan-Moquet sur la question de la justice dans ces cas de situation. D'abord, la justice doit être impartiale. Elle doit être impartiale et je souscris à l'analyse de Alafé Wakili lorsqu'il dit que l'impunité ne doit pas être la règle. L'impunité ne peut pas être la règle dans une société moderne. Il faut situer les responsabilités. Il y a la responsabilité politique, mais il y a des responsabilités pénales. Quand un leader politique invite à faire obstruction, il ne dit pas de façon explicite d'aller attenter à la vie des gens. Même si sur le terrain, il peut y avoir des situations qui se dégradent avec des conséquences graves, bien sûr, que la responsabilité de celui qui a lancé le mot d'ordre est engagée. Mais cette forme de responsabilité se distingue de celui qui est passé à l'acte avec des gourdins ou une machette. Donc, il faut situer les responsabilités, même si au nom de la cohésion sociale, au nom de la paix sociale, au nom de la coexistence pacifique entre les groupes, on devrait arriver à une amnistie, chose que je ne rejette pas, parce que c'est l'une de mes propositions dans un rapport que j'ai rédigé. Il faut situer les responsabilités pénales pour que tout le monde sache le rôle que chacun a joué avant de parvenir à une phase d'amnistie. Mais je voudrais dire que l'impunité ne garantit pas à elle seule la stabilité dans la société moderne. Il y a l'impunité, c'est vrai, il ne faut pas encourager l'impunité, il faut situer les responsabilités, il faut sanctionner quand il faut également avoir une justice impartiale. Donc, lorsque des mesures sont prises, des décisions de poursuite sont prises, qu'elles soient impersonnelles. Qu'elles s'appliquent au camp de l'opposition comme au camp du pouvoir. En effet. Et donc, il y a cet état de fait. Mais à cela, pour qu'une société soit stable, il faut voir la façon de faire la politique. Donc, la façon de faire la politique peut anéantir toute volonté, toute ambition de faire régner dans une société l'ordre et la loi. Donc, les questions liées à l'impunité, il faut lutter contre l'impunité, mais en même temps, il faut faire la politique, il faut faire la pratique politique qui garantisse le fait que les citoyens ne s'affrontent pas. Alors, Maïté Sindou, avant de revenir aussi préalable émis par l'UDPCI, vous avez parlé de responsabilité de la classe politique vis-à-vis de ces violences qui ont engendré des morts. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que la justice devait se contenter de sanctionner que les personnes qui sont allées sur le terrain? Non, moi je crois que sur la justice et sur l'impunité, le chef de l'État lui-même dans son allocution du 9 novembre a défini vraiment les lignes claires. Il a dit que des enquêtes seront menées, les auteurs poursuivis. Voilà, et les responsabilités seront situées, et quels que soient leurs auteurs. Et je crois que, de ce point de vue-là, en tant que citoyen, mon confrère Alafé et le docteur sont complètement en harmonie avec la déclaration du chef de l'État. L'impunité ne passera pas. Donc ça, c'est déjà très clair. Pour en revenir maintenant à la plateforme revendicative, je note qu'à part aussi préalable de l'UDPCI, qui pourrait être partagé par les autres... À part l'UDPCI, je crois que le PDCI, quelques heures avant la rencontre, sous la plume du professeur Nyamko Kofi, donc en tant que secrétaire exécutif par intérim, avait également produit un texte avec, je veux dire, à une ou deux différences près, la même plateforme revendicative. Mais moi, je pense que ces rencontres-là, l'enjeu aussi, c'est vrai qu'il y a la plateforme revendicative de l'opposition, mais quand on quitte l'allocution du chef de l'État le 9 novembre, il va se poser la question de la reconnaissance par l'opposition du suffrage sorti des urnes à l'issue des élections du 31 octobre. Donc la question de la reconnaissance des institutions. Vous regardez encore quelques petites nuances dans le communiqué de convocation du président Bédié à la plateforme de l'opposition
qui évoque le président Ouattara par M. Alassane Ouattara. Donc la question de la reconnaissance claire et nette des institutions finira par se poser. Et la question importante du respect de l'ordre constitutionnel se posera. Le président l'a affirmé dans son allocution du 9 novembre. Et à l'attention de l'opposition, hors plateau, j'en parlais avec mon ami Alafé, après 2002, entre 2003 et 2011, il y a eu quasiment, dans le cadre des accords inter-ivoiriens, environ 9 accords internationaux de paix en Côte d'Ivoire et 4 résolutions de l'ONU. Tenez-vous bien, cher Sylvie Touré, chacun de ces accords et de ces résolutions démarrait avec pour visa le respect des institutions et de l'ordre constitutionnel en place. Et les acteurs politiques aujourd'hui de l'opposition qui revendiquent, y compris Guillaume Soro, le savent très bien. Et donc, je pense que les négociations qui vont s'engager vont avoir à régler ce problème. Il faudra que l'opposition se détermine sur cela. Alors justement, qu'est-ce que chacune des parties pourrait mettre sur la table? D'abord pour l'opposition, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur la table des négociations? On suppose que les préalables, on s'est entendu sur certains préalables, les discussions, sinon les négociations se sont ouvertes. Qu'est-ce que chacune des parties devrait ou pourrait mettre sur la table? À mon humble avis, nous sommes dans un ordre républicain. Autant il y a eu une proclamation publique pour affirmer l'existence du Conseil national de transition, autant nous, l'opinion, peut-être que le président Ouattara n'en fera pas un préalable, mais nous, les citoyens, nous attendons que l'opposition, formellement, ait une proclamation officielle pour dissoudre ou renoncer à l'idée d'un CNT. De même, il faut que l'opposition ait une proclamation publique pour renoncer au mot d'ordre de boycott actif, parce que c'est ce mot d'ordre de boycott actif. Si on est d'accord, comme le président Bédié l'a dit hier, qu'on rétablit vraiment la paix civile, ça veut dire qu'il faut arrêter la comptabilité macabre des morts. Le compteur est à 85 morts. Pour arrêter vraiment les dégâts matériels sur le terrain, l'opposition doit absolument, formellement renoncer au mot d'ordre de boycott actif. Après, maintenant, sur le calibrage des institutions, sur leur réorganisation, naturellement, sur, je veux dire, le contenu de la plateforme, les règles du jeu démocratique, le président de la République, j'ai cru comprendre à l'issue de son allocution du 9 novembre, les débats sont ouverts. Alors qu'est-ce qui pourrait, selon vous, concéder à l'opposition? L'ordre constitutionnel et les règles du jeu démocratique, à mon humble avis, sont clairement définies depuis 2010. Donc vous imaginez, il a fallu une guerre pour qu'on écrive les conditions des règles du jeu démocratique en 2010. Après, il a fallu une deuxième guerre pour accréditer les résultats des élections. Ensuite, la Constitution a été revue en 2016. J'ai assisté à ce processus. Tous les débats ont eu lieu en 2016. À mon humble avis, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays démocratique. Une opposition bien organisée, avec un bon projet et une vraie stratégie de conquête du pouvoir sur le terrain peut démocratiquement battre un pouvoir en place. Donc, moi, pour le reste, je suis un citoyen. Il faut poser la question à l'opposition de savoir ce qu'ils veulent. Nous sommes en négociation. Oui. Qu'est-ce que le pouvoir et l'opposition pourraient mettre sur la table? Oui, c'est vrai qu'il a été constaté un apaisement, une accalmie dans le pays après la rencontre d'hier et que le pays n'a pas eu de foyer de tension aujourd'hui. Oui, jusqu'à 7 heures, mais comme il a dit, il faut un appel formel à un moment donné, il ne sait pas quand, de cessation du mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif. Concernant le CNT, moi, je dis qu'il est mort de lui-même. On n'a pas peut-être besoin d'une proclamation. Mais il faut le faire mourir formellement. On n'a pas besoin peut-être de faire une proclamation solennelle de dissolution, parce que vous conviendrez à moi que le président Bédié lui-même, qui est le président du CNT, à titre personnel, il ne s'est jamais revendiqué, il ne s'est jamais prévalu lui-même à titre personnel de cette qualité-là. C'est déjà un élément important. Pour le reste, le débat doit se faire sur la base de ce fait. Il y a eu une élection le 31 octobre 2020. C'est un mandat de 5 ans. Le président Alassane Ouattara a été élu, c'est 5 ans. On met quoi dans ces 5 ans? Qu'est-ce qu'on fait pour la CI? Qu'est-ce qu'on fait pour le Conseil constitutionnel? Qu'est-ce qu'on fait pour la liste électorale pour pouvoir aller, par exemple, aux élections législatives? Voilà l'enjeu. On va aux élections législatives de façon inclusive, ouverte, démocratique, transparente. On peut en faire une sorte de match-retour. Quelles sont les conditions de cette élection? C'est ça le dialogue. Les uns et les autres vont être libérés. On dit non ensemble à l'impunité, les poursuites se font.
Les observateurs internationaux suivaient la discussion. On essaie de voir le format de la CI dans le cadre des recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est une question d'interprétation. La Cour n'a pas refusé d'exécuter cet arrêt-là. L'arrêt est en exécution. C'est une question d'interprétation comme la question constitutionnelle. Ce n'est pas sur cette question un refus. Donc on remet les choses à plat, on poursuit la discussion, on termine la réforme et on crée les conditions pour aller à des élections législatives ouvertes qui va être une sorte de second tour de cette élection présidentielle à laquelle tout le monde n'a pas participé. Comme il a dit, c'est un régime démocratique ouvert. On ne peut pas manipuler durablement à long terme la volonté des populations. Donc il faut créer les conditions acceptables pour tous pour s'engager dans ce processus. Et après les élections législatives, à partir des résultats, des données du terrain et des nouveaux rapports de force qui vont s'établir, la discussion reprendra et se poursuivra. Chacun saura ce qu'il pèse et puis on verra la suite au cours de mandat de 5 ans s'il y a des aménagements institutionnels, de gouvernance à faire. Voilà pour moi une des voies de solution. Alors, docteur Flan-Moquet, quelles pourraient être les concessions de part et d'autre dans le cadre de ce dialogue franc et sincère-là, et surtout pour la quête de la paix et la cohésion sociale? Alors, il faut situer la question à divers niveaux, à plusieurs niveaux. Il y a des questions qui sont en lien avec l'immédiateté. C'est-à-dire que la question, par exemple, du CNT, je voudrais me prononcer là-dessus. La lecture que j'ai faite de cet instrument est la suivante. Pour moi, il s'agissait d'un exercice de présentation des muscles entre le pouvoir et l'opposition. Il s'agissait pour l'opposition en l'occurrence, de présenter des outils, des moyens, des pressions. C'est comme ça que j'ai toujours analysé et vu le Conseil national de transition parce que on peut s'interroger quelle serait d'abord sa légalité. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec le ministre Amotano quand il pose cette question. Sur quoi se fonde la légalité d'un tel instrument? Sur quoi se fonde la légitimité d'un tel instrument? Donc, et puis, quelle est la faisabilité de cet instrument? Si aujourd'hui, au lendemain de l'élection présidentielle du 31 octobre, le président Ouattara est encore au palais, si c'est lui qui a le sceau, n'est-ce pas, de l'État de Côte d'Ivoire qui fait foi, donc la réalité politique enseigne clairement que l'instrument qui a été mis en place par l'opposition doit descendre, doit disparaître. Donc, pour moi, ce sont des questions, par exemple, qui vont s'écrouler, qui vont disparaître au fur et à mesure. Il disparaît comment? Lui, il parle d'une autodissolution. Moi, je dis ça a disparu des faits. Et oui. Pour vous, ça disparaît comment? Oui. Je pense que les premiers moments de la négociation, déjà, je pense que la question a dû être abordée. Moi, je n'étais pas à l'hôtel du Golfe, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que... Ça aurait dû être un préalable, selon vous? À mon avis, parce que si je suis une autorité et qu'en face, j'ai un adversaire qui ne reconnaît pas mon autorité, quand je me déplace vers lui ou bien quand je me déplace pour que nous nous rencontrions, c'est en tant que qui? Donc il y a toutes ces questions-là, je pense que ce sont des questions qui seront résolues. Mais il faut traiter dans le cadre du dialogue politique des questions vraiment de fond qui puissent garantir à la Côte d'Ivoire une stabilité. Ces questions de fond, ça peut être quoi? Qu'est-ce que le pouvoir pourrait céder, par exemple? Bien, je pense qu'il y a un minimum de règles sur lesquelles on peut s'entendre. D'accord. Pour le fonctionnement de l'État, pour le fonctionnement de la vie politique, pour le déroulement de la vie politique, etc. Donc, il y a, par exemple, le respect des libertés. Il y a, par exemple, le droit d'association. Il y a la vie même des partis politiques. Donc, que ce soit des partis, l'opposition est une institution. Donc, l'opposition a son importance dans une société démocratique. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut garantir, de sorte à ce que le citoyen qui se retrouve à Djamé ou bien qui se retrouve à Goïtafla se sentent associés à la gouvernance. Donc il y a là un paramètre démocratique qui apparaît dans les règles de jeu à définir. D'accord. Et alors, est-ce que vous pensez que... La question de la CEI dont a parlé Wakili, tous ces éléments, je pense que ce sont des questions la question aussi des réfugiés, des exilés, la question des passifs non soldés de la crise post-électorale de 2011, toutes ces questions-là, une fois que ces questions soient abordées de façon globale, je pense que la Côte d'Ivoire peut aller de l'avant de façon durable. Alors, vous êtes analyste politique, cette question est exclusivement pour vous.
qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment qu'un gouvernement d'union nationale serait peut-être une solution? Alors, nous sommes dans une situation de crise, et c'est une crise profonde parce qu'on dénombre 85 morts officiellement. On ne sait pas s'il y en a encore qui n'ont pas été découverts. Donc, c'est une crise profonde. Il y a que le RHDP s'est présenté à cette élection comme un parti unifié, donc un parti. Il remporte les élections et, de fait, ou alors disons, normalement, on devrait assister à un gouvernement du RHDP. Ça, c'est votre position. C'est ce qu'on devrait voir, en principe. Mais, comme nous sommes dans une situation de crise, et il y a des questions essentielles à régler qui ne sont pas nées de la dernière crise que nous connaissons, mais des problèmes qui durent depuis la crise post-électorale. J'ai parlé des passifs non soldés. Peut-être il serait bien, et ça j'ai eu à l'exprimer par exemple dans un entretien, dans une interview que j'ai donnée à Washington Post, qu'au lendemain de l'élection, par exemple, que le candidat vainqueur, et de toute évidence, ça ne pouvait être que le président Ouattara, parce que en face de lui, ce n'était pas un adversaire capable de lui résister. Donc, c'est un message que j'ai adressé au président Ouattara, d'ouvrir, n'est-ce pas, d'ouvrir le gouvernement, de sorte à ce que différentes tendances au nom de la paix. Au nom de la paix, au nom de la stabilité. Je ne vous poserai pas cette question. Votre question, et pourtant, on a une réponse. Votre question est la suivante. Est-ce que vous pensez, avec tel que les choses se présentent, est-ce qu'on s'achemine vers deux blocs politiques en Côte d'Ivoire, l'un dirigé par le président Henri Konan Bédié et l'autre dirigé par le président Ouattara? Je pense très rapidement, à terme, non. À terme, non. Pourquoi? Je pense qu'il ne faut pas oublier le rôle important d'un acteur qui est le président Laurent Gbagbo et son camp qui ne se sont pas associés, ça il faut le dire assez fort, qui ne se sont pas associés au projet du CNT, qui ont émis des réserves, qui ont dit que ce n'était pas une bonne chose. Et lorsqu'on voit cela, lorsqu'on sait qu'à terme, il faudra bien qu'il rentre au pays, il faudra que ce FPI se réunifie, il faut se dire que la compétition électorale se fera aussi au niveau des législatives. C'est ce qui permettra de déterminer. Aujourd'hui, le leadership du président Bédié, il est fondé sur plusieurs paramètres, l'historicité du PDCI, l'expérience du président Bédié lui-même, et puis le caractère d'intouchabilité qu'il a. Mais après, il faut aller sur le terrain. On n'a pas pu aller à l'élection présidentielle avec tout le monde. Aux législatives, il faut aller pour voir le poids des uns et des autres, de sorte que lorsqu'on a un baromètre pour voir qui est qui pèse quoi, c'est à ce moment-là qu'on verra qui peut être le vrai leader de l'opposition en termes de poids électoral. Pour l'instant, bon, c'est pas lié sur des éléments objectifs. D'accord. Alors, Meïté Sendou, oui. Est-ce que vous avez foi en ce processus en cours? Oui, moi je pense... Très rapidement. Le fait que le président Bédié ait accepté de saisir la main tendue du président Ouattara, et elle fait implicitement et explicitement fi de tout préalable pour venir le rencontrer. Le fait d'avoir accepté ce format montre bien que, légitimement, nous pouvons fonder vraiment beaucoup d'espoir dans ce qui va se passer par la suite. Alors, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que le temps est très vite passé. Nous sommes donc au terme de cette émission. Je rappelle que nous étions avec Dr Flan Mouké, qui est le directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, Alafé Wakili, Meïté Sendou, tous deux journalistes. La fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1.